Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle session du Printemps de l'économie. Je suis donc Bénédicte Tassard, je suis responsable du service international de RTL et nous allons discuter ensemble sur l'Europe de la défense et notamment ce thème, la France peut-elle prendre le leadership dans cette Europe de la défense ? Les services de renseignement européens disent apparemment que la Russie s'apprête à une offensive vers l'Europe d'ici 5 ans. On va sûrement en reparler ensemble. L'Europe se réarme. Vous avez peut-être suivi les conclusions du Conseil européen hier soir à Bruxelles. On va aussi en parler ensemble. Quelle est la place de la France au niveau politique, sa volonté, ses moyens financiers et industriels? Pour débattre, nous sommes avec Muriel Domenac. Bonjour madame. Vous êtes l'ex-ambassadrice de France à l'OTAN, vous allez vous exprimer ici de manière personnelle et vous allez nous faire part, vous allez partager votre expérience. Et puis nous sommes avec Adina Revol. Bonjour Adina. Bonjour. Vous étiez jusqu'à récemment au porte-parole de la Commission européenne ici à Paris. On parlera aussi sûrement de votre pays, la Roumanie, frontalière avec la Moldavie, avec l'accès à la mer Noire. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen ». Alors, vous pouvez poser, je vais poser 2 ou 3 questions à nos invités. Après, ça sera à vous, dans la salle et sur les réseaux sociaux, de poser vos questions. Nous sommes avec plusieurs classes qui nous suivent en ligne, notamment le CFA de Nantes et les étudiants de l'INSEC. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag Printemps de l'écho. On va commencer avec Madame Domenac, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé donc à Bruxelles et ce plan qui est intitulé Réarme Europe? Alors Réarme Europe, on s'en est parlé un petit peu il y a quelques minutes. Ça ne s'appelait pas à tout le monde cet intitulé. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan européen? Bonjour à toutes et à tous, bonjour en ligne, bonjour en salle. L'Europe se réveille après des années de sieste stratégique d'une certaine manière. On ne se sentait pas menacé et on a été réveillé d'abord par l'agression de l'Ukraine par la Russie, puis par ce revirement de la nouvelle administration américaine qui semble, prête à une stratégie d'apaisement avec la Russie et à trouver un accord à tout prix avec M. Poutine, 2, qui s'est détourné du soutien à l'Ukraine, et 3, qui fait planer une certaine incertitude sur sa volonté de défendre l'Europe dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Donc, dans ce contexte, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, hier, ont acté un plan de réarmement avec l'objectif, d'ici 5 ans, que l'Union européenne et ses membres soient autonomes pour assurer la défense de l'Europe. Autonome pourquoi? Parce que depuis des décennies, dans le cadre de l'OTAN, on considérait que la garantie de sécurité américaine autorisait de consacrer l'essentiel de nos moyens budgétaires à d'autres finalités que la défense, et beaucoup d'Européens considéraient que finalement acheter des équipements américains, c'était une forme de super garantie de sécurité. Vous savez que ça n'a pas été le choix de la France. La France, du fait de son histoire, a à la fois développé une dissuasion indépendante et des équipements militaires qui sont autonomes des États-Unis. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'Européens disent que la France avait raison. L'important, c'est pas d'avoir raison, c'est que la dynamique de réarmement soit concrète et efficace. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, le message d'hier, c'est réveil stratégique et plan de réarmement.
Adina Revol, est-ce que c'est un outil vraiment nécessaire? Pourquoi ne pas compter uniquement, jusqu'ici, chaque pays organiser sa propre défense? Finalement, on restera sur le schéma de réorganisation dans le cadre européen et dans le cadre national. Je vais m'expliquer. Ce plan dont vous avez parlé, c'est un plan massif au niveau de l'Union européenne, mais le financement restera en grande partie national. Et je dirais que c'est le réveil de l'Europe, mais c'est aussi le réveil de l'Allemagne, et c'est le réveil de certains pays comme le Danemark qui ont décidé d'investir aujourd'hui massivement. Pourquoi le réveil de l'Allemagne? Parce que vous l'avez peut-être suivi, 500 milliards d'euros seront justement dédiés aux infrastructures et à la sécurité en Allemagne. Donc c'est massif. L'Allemagne, c'est un des pays qui a sous-investi depuis très longtemps dans les infrastructures. Je parle pas que de l'armement, je parle également des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand problème dans la défense, c'est que si vous voulez envoyer des troupes depuis la France en Roumanie, vous avez mentionné, on n'a pas le même calibre de routes militaires, on n'a pas les mêmes essieux pour les chemins de fer. Donc il y a un grand investissement à faire également dans ce qu'on appelle l'interopérabilité de nos infrastructures. Et c'est très concret, mais c'est très pratique, parce que sinon on ne peut pas envoyer des troupes. Enricoletta a parlé récemment de 60 jours dans un livre qu'il vient de publier sur le marché intérieur, parce qu'on n'a pas de marché intérieur de la défense, pas encore. Il parlait des 60 jours en fait de délai pour l'envoi des troupes de l'Ouest, envoi des troupes potentielles bien sûr de l'Ouest de l'Europe à l'Est de l'Europe. 60 jours, c'est énorme. Oui, ce dont parlait Enricoletta, effectivement. Mais aujourd'hui, en fait, on vient à la thématique du marché intérieur. Vous savez, le marché intérieur, on l'a créé il y a 30 ans, c'est Jacques Delors qui l'a lancé. Il y a 3 domaines où on n'a pas encore de marché intérieur qui définissent notre autonomie stratégique. C'est l'énergie. On a un embryon qui fonctionne, mais on doit aller encore plus loin. La défense, donc l'industrie de défense, et les télécommunications, donc les télécoms, le marché numérique, parce que là justement on a des entreprises américaines qui détiennent le monopole, les fameux entreprises de la Silicon Valley. Donc tant que ces 3 marchés-là ne sont pas, et j'ai oublié le 4e qui est essentiel, et hier il y a eu aussi une proposition en ce sens, le marché des capitaux, parce que tout ça on ne peut pas le financer qu'au niveau national. Je parlais de l'Allemagne, j'ai parlé des pays nordiques qui ont de l'espace, de la surface financière. C'est moins le cas de la France. La Commission a effectivement ouvert la possibilité de ne pas intégrer ces dépenses dans le calcul du déficit, certes, mais finalement, c'est les marchés qui définissent la soutenabilité de la dette, c'est pas la Commission européenne. Donc du coup, il y a la question de la soutenabilité de la dette, et on voit bien qu'en France, on a un problème de soutenabilité de la dette. Donc il y a la question de l'investissement privé. On est en train d'organiser ça dans l'Union européenne, en sachant qu'on a des marchés fragmentés, et on investit aujourd'hui aux États-Unis pour acheter de la dette américaine, alors qu'on a la capacité d'investir en Europe, et on épargne plus que les Américains. Donc en fait, aujourd'hui, on achète pour 20% donc de notre épargne, 20% de notre épargne va à l'achat de la dette américaine. Donc tout ça, parce que finalement l'industrie de défense c'est aussi la réindustrialisation, donc on pourrait justement réindustrialiser l'Europe. Donc il faut savoir utiliser cet argent-là pour nos besoins ici en Europe. Et justement, vous parliez, on parle du lead de la France dans cette conférence. C'est difficile pour la France vu son taux d'endettement, c'est ça? Je dirais que c'est je dirais que la France a un moment unique aujourd'hui. Vous l'avez mentionné, le général de Gaulle avait raison sur toute la ligne, aussi bien en matière de nucléaire sur l'atome civil qu'en matière militaire sur l'autonomie stratégique. Donc c'est clairement une opportunité énorme pour la France, pour les industries françaises. Vous avez mentionné le fait que je vienne de Roumanie. Pendant des longues années, la France a été finalement sous-représentée dans l'économie roumaine, qui est francophone, donc la Roumanie est un pays francophone. Il y a beaucoup d'investissements allemands, autrichiens, néerlandais. La France a investi, mais moins
ce qu'on aurait pu faire. Or, la Roumanie est un pays qui a une longue tradition dans les industries d'armement, a des compétences, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la réindustrialisation et des armées, il faut également investir dans des compétences. Et donc, je dirais que c'est un moment crucial pour la France, parce que la France, comme vous l'avez mentionné, a autonomie stratégique salutaire. Et donc, aujourd'hui, la France a aussi la capacité de mener d'autres pays et de reprendre un leadership dans certaines zones de l'Union européenne où elle était moins présente. Donc clairement, je dirais que c'est le moment français dans l'Union européenne. Et dernier point, je pense que c'est aussi un moyen de relancer le couple franco-allemand qui était un peu grippé sous la présidence d'Olaf Scholz. Donc maintenant, avec Friedrich Merz et l'investissement dans la défense, dans les infrastructures, c'est le moment de relancer le couple franco-allemand parce qu'on en a besoin pour que l'Europe marche. Madame Domenac, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord, on est à un moment français, dans un moment européen, dans un contexte où la menace est importante, les enjeux sont considérables, le monde ne nous attend pas, il y a une énorme vague de brutalisation, de retour de la logique des rapports de force. Et donc, oui, les Français avaient raison d'insister sur la défense européenne, sur l'autonomie des équipements. Oui, les Français ont eu raison de construire une dissuasion nucléaire indépendante, fiable, et qui aujourd'hui, évidemment, suscite un intérêt en Europe. Alors, je dirais que la contrainte budgétaire française qui est réelle, je crois que ça a été l'objet de ce printemps de l'économie, elle a un effet vertueux aussi en matière diplomatique, c'est qu'elle place la France à la fois en situation où, ayant raison, elle doit jouer collectif. Et donc la France, deuxièmement, est au cœur, je crois, non seulement du leadership intellectuel et stratégique dans la dynamique de réarmement, mais aussi des différents formats de discussion. On voit qu'il y a un retour du franco-allemand, il y a un retour du franco-britannique, il y a le format du triangle de Weimar avec la Pologne, il y a un format entre les 5 principaux Européens, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne et l'Espagne. Et donc, ça fait même 6 avec la France. Il y a un format à 5, un format à 6. Bref, il n'y a aucun format en Europe de dynamique de défense qui soit sans la France. Donc, la France, elle avait raison, mais 2, elle doit jouer collectif, et donc 3, elle est au cœur des différents formats, et c'est ça qui est important pour comprendre le leadership qu'on peut jouer dans la défense européenne. Mais au niveau de ces différents formats, est-ce qu'on en est encore à la discussion ou au passage à l'acte? Est-ce que vous pensez qu'on est assez rapide? Je pense qu'on est extrêmement rapide. Qui aurait pensé que la Commission proposerait un plan qui va jusqu'à 800 milliards d'euros? Qui aurait pensé qu'on serait capable de dégager 150 milliards que l'Union européenne va pouvoir emprunter pour le rétrocéder aux États membres. Enfin, ce sont plutôt des facilités qui sont ouvertes aux États membres. Maintenant, la question, c'est de savoir comment orienter l'épargne privée vers les besoins de la défense. Et donc, là encore, les discussions hier se sont avérées extrêmement riches, et on voit que la conversation avance. En France, on a déjà mis en place un fonds, ça a été annoncé hier par le ministre des Armées et le ministre de l'Économie, qui va permettre en priorité de soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur de la défense. Donc oui, on va très vite pour s'organiser.
Mais le monde va très vite dans ses évolutions et sa brutalisation. Donc il y a une espèce de course de vitesse entre la brutalisation du monde et l'organisation des Européens. Et il faut tenir cette course. Et justement, la menace, elle est réelle, immédiate. On voyait Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, parler donc de cette menace au Conseil européen. Est-ce que vous, qui avez travaillé, qui représentiez la France à l'OTAN, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette menace ? Oui, la menace est réelle. Alors une menace, c'est quoi ? Une menace, c'est une capacité et une intention. La capacité russe, évidemment, dans l'immédiat, elle est limitée par la concentration des forces russes autour de l'Ukraine. Mais la menace, c'est également une intention et c'est également, pas seulement l'image que beaucoup de Français ont, les chars russes sur la place de la Concorde, et certains ont tendance à dire, bon, bah, si on ne risque pas d'avoir les chars russes sur la place de la Concorde, alors pourquoi parle-t-on de menace ? Non, il faut comprendre, et là c'est très intéressant de s'adresser à des publics jeunes, moi je le fais beaucoup en ce moment auprès de lycéens, que le monde, le numérique, le cyber, les infrastructures critiques, l'espace, c'est pas virtuel. En fait, c'est concret. Et comme les Russes n'ont pas les moyens d'une attaque conventionnelle face à nous, comme les chars russes ne risquent pas d'arriver sur la place de la Concorde, que de toute façon la dissuasion nucléaire est précisément faite pour dissuader justement une option de ce type. Ce que font les Russes, c'est d'attaquer sous le seuil. Donc c'est ce qu'on appelle les attaques hybrides. Il y a beaucoup d'attaques cyber qui viennent de hackers qui se trouvent en Russie. Il y a des attaques informationnelles qui consistent à semer le chaos, à déstabiliser. Et puis, il y a également des attaques contre les infrastructures critiques. Il s'agit à la fois de chercher à déstabiliser, à gagner la guerre avant la guerre, mais aussi, avec ces attaques informationnelles, de semer le chaos. Et ici, je voudrais vous rappeler ce que disait Surkov, qui était un intellectuel proche du Kremlin et qui est le modèle du mage du Kremlin, c'est « nous allons semer le chaos ». Et c'est ça que cherchent les Russes. Donc oui, cette menace, conjugaison d'une capacité et d'une intention, elle est concrète et elle se matérialise déjà sous le seuil conventionnel. Madame Revol, vous pouvez nous donner l'exemple de ce qui se passe en Roumanie, je pense. Oui, justement, j'allais en parler. Bien sûr, je vous voyais trépigner. Non, mais vous savez, vous parlez effectivement des menaces cyber. Et en fait, la Russie attaque l'unité européenne, parce que l'unité européenne, c'est notre plus grande force. Et donc, ils essaient d'attaquer les plus jeunes démocraties. La Roumanie, c'est une jeune démocratie. Ce n'est pas une démocratie parfaite, c'est un état de droit, mais ce n'est pas une démocratie parfaite. C'est une jeune démocratie. Il y a encore de la corruption en Roumanie, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que, en fait, l'action russe sur les réseaux sociaux a apporté ses fruits. Mais il y a beaucoup moins de corruption aujourd'hui en Roumanie qu'il puissait avoir dans les années 90 quand j'ai quitté la Roumanie. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie ? Il y a eu une attaque d'une puissance étrangère sur les élections présidentielles à travers une campagne sur TikTok. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est quelque chose qui peut aussi arriver en France. Et justement, le but, c'est de semer le désordre en Roumanie, de faire un sort de schisme dans la société, et c'est le cas. Puisque j'y étais il y a quelques semaines, et la société elle est complètement divisée aujourd'hui. Donc pour le moment, l'attaque n'a pas marché, mais la société roumaine, elle est complètement divisée. Donc, juste pour vous expliquer ce qui s'est passé, il y a une centaine d'influenceurs qui ont été payés
pour faire un film de promotion du vote, en fait, donc pour d'incitation au vote. Donc c'est quelque chose de très louable. Et en même temps, dans la vidéo, il devait aussi faire un portrait d'un candidat à la présidentielle, un candidat idéal, donc non corrompu, quelqu'un qui soit plein de vertus. Donc c'était très simple. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient de la pub pour un candidat. Et ensuite, une armée de robots, 25 000, ils se sont mis à faire des hashtags sur TikTok. C'est le premier réseau en Roumanie. Donc des hashtags au nom du candidat qui était soutenu par le Kremlin. Et donc c'est comme ça qu'il y a l'algorithme s'est mis à déconner d'une certaine façon, et il est devenu donc le fameux Călin Georgescu dont peut-être vous avez entendu parler. En fait, il est devenu la 9e tendance mondiale sur TikTok. Donc face à ça, donc les services de renseignement ont désécrétisé donc ces informations, et la Cour constitutionnelle a décidé donc d'annuler l'élection. Donc ce fameux Călin Georgescu a déclaré des dépenses électorales de 0 €. Donc c'était clairement une enfreinte à la loi électorale, puisqu'il a manipulé l'algorithme. Les films n'étaient pas utilisés, n'étaient pas labellisé comme publicité électorale. Donc tout ça, en fait, mais pourquoi il a réussi? Parce que derrière, il faut aussi se poser la question, pourquoi il a réussi à parler à des gens? Il y a eu effectivement l'attaque hybride, mais pourquoi il a réussi à convaincre des gens? Parce qu'il a réussi à convaincre 2 millions d'électeurs roumains. Parce que, figurez-vous, la Roumanie, comme je disais, c'est une jeune démocratie. Il y a encore des problèmes de corruption, mais il y a aussi et surtout un problème de pouvoir d'achat. Parce que depuis 3 ans, nous vivons aussi une crise de prix de l'énergie. Vladimir Poutine nous a coupé le gaz. Il a coupé le gaz, donc on a dû rompre avec le gaz russe. On a dû trouver des alternatives. On a du gaz, mais ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, et ça a un impact sur l'inflation. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Roumains, mais aussi en France, on a perdu du pouvoir d'achat. Donc les gens, ils n'en peuvent plus, ils vivent moins bien. Donc ils sont prêts à tout pour changer le système. Et puis Călin Georgescu a promis aussi la paix. Donc c'est le narratif du Kremlin. Et en fait, dans une démocratie imparfaite et jeune, comme je disais, la Roumanie n'a pas beaucoup investi dans l'éducation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Roumanie, en fait, il y a des gens qui sont des analphabètes fonctionnels. Donc, ils n'ont pas d'éducation sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas reconnaître une désinformation. Il y a des gens encore qui votent avec le doigt. Donc, il faut comprendre tout ça. Et derrière, Poutine a su manipuler toutes les faiblesses finalement de la Roumanie. Et la Roumanie, c'est un pays clé, puisque c'est frontalier à l'Ukraine, à la Moldavie, mais à la mer Noire. Il y a une des plus grosses bases de l'OTAN qui est présente, le système patriote américain, et surtout, c'est ça qui est paradoxal, les Roumains sont très francophones, très francophones et aussi très européens. Si vous regardez les sondages Eurobaromètre, ils sont parmi les plus europhiles de l'Union européenne, beaucoup plus que les Français. Les Français, c'est les 2 derniers à la fin. Et donc, en fait, vous voyez, donc c'est même dans des pays où les gens sont pour l'Union européenne, avec des attaques hybrides, on peut obtenir un vote en faveur du Kremlin. Et ça, finalement, Poutine a attaqué non seulement la Roumanie, mais il a attaqué l'Union européenne et notre unité. Vous parliez de l'énergie, on va y revenir un petit peu plus tard. Madame Domenech, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de la France dans l'OTAN? La France dans l'OTAN a traditionnellement un rôle spécifique. Elle est à la fois alliée fondateur de l'OTAN depuis 1949, et en même temps, elle a toujours été un peu particulière. Particulière pourquoi? Parce que la France du général de Gaulle est sortie de la structure militaire intégrée de l'OTAN en 1967, parce que le général de Gaulle considérait que la présence de forces américaines sur le territoire français et que la présence des forces françaises dans les états-majors de l'OTAN qui sont dirigés par un général américain, eh bien en fait ça réduisait l'autonomie d'appréciation de la France, et parallèlement le général de Gaulle a finalisé le développement d'une force de frappe, comme on disait, d'une dissuasion nucléaire
française indépendante qui avait été lancée sous la 4e République. Donc la France, tout en restant membre de l'OTAN, était sortie de la structure militaire intégrée. Ensuite, après la fin de la guerre froide, alors que le contexte stratégique avait changé, nous sommes revenus dans la structure militaire intégrée, tout en poursuivant l'objectif de développer une défense européenne, non pas contre l'OTAN, mais pour pouvoir compléter l'OTAN. Et au fur et à mesure qu'il apparaissait très clairement que les Américains, en fait, voyaient leurs intérêts géopolitiques évoluer plus vers le Pacifique, où la compétition avec la Chine est le vrai sujet des intérêts stratégiques américains, au fur et à mesure qu'on voyait les Américains, depuis Obama, Obama a parlé depuis 2009 d'un pivot vers l'Asie, nous expliquons aux Européens, il faut développer une défense européenne pour renforcer notre capacité à nous défendre parce que le monde est de plus en plus dangereux et qu'on ne peut pas compter toujours et partout sur la garantie de sécurité américaine. Et là, c'est le moment où les gens disent les Français avaient raison, raison de faire ce calcul pour eux-mêmes et raison de plaider une Europe autonome. Maintenant, la question, c'est pas d'avoir raison et de dire aux autres, je vous l'avais bien dit. C'est comment on suscite une dynamique. Et là, ce qui est important, c'est que la France arrive à cristalliser autour de ces différents formats au sein de l'Union européenne, mais aussi des formats à quelques-uns avec les États les plus volontaires et les plus capables. Donc des programmes communs, des initiatives. Et là, il faut aller vite. Aller vite pourquoi ? Pour se réarmer. Se réarmer pourquoi ? Pour dissuader toute attaque contre nous. Et donc, en fait, se réarmer pour la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les forces françaises dans l'OTAN aujourd'hui ? Alors la France, justement, a la responsabilité de la présence de l'OTAN en Roumanie, qui est un État clé, comme le disait Adina, parce que la Roumanie a plus de 800 km de frontières avec l'Ukraine, qui est les riveraines de la mer Noire. Et donc, nous avons déployé des forces à la fois terrestres en Transylvanie, à l'intérieur de la Roumanie, mais également des forces de défense aérienne à côté de Constanța, à côté de la mer Noire. Nous avons également des forces en Estonie avec les Britanniques. Et nous avons une participation régulière à la fois à la police du ciel en Baltique, au large des États baltes, et également des contributions à ce qu'on appelle les missions de reconnaissance en mer Noire. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu que un avion de reconnaissance français, un Atlantique 2, a été ce qu'on appelle illuminé, donc pris dans le radar de tir des Russes au-dessus de la mer Noire, alors que notre appareil était au-dessus des eaux internationales, dans l'espace international, et respectait parfaitement les règles. Donc on fait déjà face à des actions d'intimidation dans nos missions de réassurance de nos alliés européens. Mais la France joue un rôle clé, non seulement sur le terrain diplomatique, dans les différents formats diplomatiques que je mentionnais, mais également sur le terrain militaire, en réassurance de nos alliés européens en Roumanie comme en Estonie. Merci. On parlait de l'Estonie, justement, le prince William est actuellement en Estonie, justement pour montrer la présence des Britanniques dans les forces de l'OTAN. Je pense qu'il y a en ce moment une image un peu symbolique. On parlait beaucoup de la royauté qui essaie justement d'influer Donald Trump en ce moment pour montrer que les Britanniques ne lâchaient rien. Adina Revol, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc, de cet enjeu énergétique auquel la France aussi participe ? Oui, parce que
vous savez, on avait deux faiblesses, l'énergie et l'industrie de défense. Donc, le 24 février, finalement, 2022, on a découvert qu'on importait trop de gaz russe. Certains le savaient, certains États le savaient, notamment les pays baltes, la Pologne. Ils n'arrêtaient pas de le dire. Mais il y avait d'autres États qui avaient une tradition historique d'importer du gaz russe. Et il se trouve que ce gaz russe était vraiment pas cher. Donc du coup, il était très important pour la compétitivité. Alors, je parlais de l'enjeu historique puisque la normalisation de relations avec l'URSS de l'époque a été lancée par l'Allemagne de Willy Brandt. Donc Willy Brandt, c'était le maire socialiste de Berlin Ouest, qui est devenu donc le premier chancelier social-démocrate de l'Allemagne fédérale, donc de la RFA, et il visait une normalisation sous le modèle de Konrad Adenauer, son prédécesseur à la chancellerie, qui a réalisé justement la construction européenne et l'entente franco-allemande. Et donc, il visait la même chose avec l'URSS de l'époque à travers l'énergie. Il a même eu le prix Nobel pour ce projet. Mais c'est l'Ostpolitik. Mais il se trouve que c'était une naïveté stratégique, on l'a vu, être trop dépendant d'un seul producteur, en l'occurrence la Russie, c'était devenu dangereux même. Et donc à partir du 24 février 2022, on l'a découvert. Le 10 et 11 mars 2022, on parle de la France, mais c'était ici en France, à Versailles, que Emmanuel Macron, qui présidait en fait le Conseil de l'Union européenne à l'époque, a réuni les chefs d'État. Ils ont décidé de sortir justement des énergies fossiles russes. Et il se trouve que Vladimir Poutine nous a aidés parce que on s'est mis d'accord au niveau européen sur des sanctions sur le charbon, sur le pétrole russe. C'était plus facile de sortir que du gaz. Et en fait, Vladimir Poutine, il a utilisé l'énergie, le gaz notamment comme chantage, outil de chantage géopolitique. Il a coupé le gaz au plus faible. Il a commencé par la Bulgarie, par la Pologne, en pensant que la solidarité européenne n'allait pas se mettre en place. Or, on a réussi à tenir. On n'a pas eu de crise énergétique, mais on a eu une crise de prix. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on disait que c'était la faute du marché européen, que les prix avaient grimpé. Mais en fait, c'est finalement la faute de ces chantages géopolitiques parce qu'on a eu un déséquilibre énorme entre l'offre et la demande et on ne pouvait pas prévenir ce déséquilibre. Donc on a tenu, mais tout ça a eu un prix. Et aujourd'hui, on en est où alors? Aujourd'hui, les prix ont baissé parce qu'à l'époque, donc en 2022, on était à des prix qui étaient historiques à 300 € le mégawattheure. La France avait mis et d'autres États ont mis en place des programmes d'aide, mais qui ont eu un coût et donc qui aujourd'hui pèsent notamment sur l'endettement public. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup baissé, l'approvisionnement a été diversifié, mais on importe toujours du gaz russe. Malheureusement, et même la France est devenue le premier importateur de gaz naturel liquéfié. On envoie encore 22 milliards d'euros à la Russie, c'est le chiffre de l'année dernière, donc au niveau de l'Union européenne, pour les importations énergétiques. Donc c'est beaucoup trop. En 2022, c'était 90 milliards. Aujourd'hui, c'est 22 milliards. Mais il faut savoir que cet argent-là, il va au financement de la guerre. Et en parallèle, on aide l'Ukraine pour se reconstruire. Donc, il faut, de manière urgente, sortir de cette dépendance. Les solutions sont là. Et le marché du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, c'est un marché mondial. Donc, on peut trouver du gaz sur les marchés mondiaux. Après, la question, effectivement, c'est la question du prix, mais aussi c'est la question de notre liberté, puisque tant qu'on finance la guerre de Poutine, ça ne sert à rien de se réarmer, d'investir la défense, parce qu'en fait, on lui donne de l'argent pour attaquer l'Ukraine et, in fine, aussi pour nous attaquer nous, parce que vous avez mentionné les enjeux de défense conventionnelle, mais il y a les enjeux de défense d'attaque hybride. Et là, il y a l'embarras du choix. On a parlé de différents types d'attaques, mais il y a aussi également les attaques à travers les migrants. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez les migrants qui ont été déplacés à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Donc, on a vraiment beaucoup d'attaques de type hybride qui sont là pour nous déstabiliser. Et donc, il ne faut pas envoyer des flux financiers à la Russie. Et dernier message que je veux passer, parce qu'on est
Pour l'énergie, on est tous des acteurs de notre consommation, donc on peut tous baisser un peu notre consommation parce que finalement, l'arme la plus pacifique en matière énergétique, c'est de ne pas consommer. Alors, on va commencer à prendre vos questions, si vous le voulez bien, donc sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Printemps de l'écho, sur X, sur YouTube, etc. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez des questions ? On va vous donner un micro, je pense que quelqu'un va arriver avec un micro. Non, sinon je vais le faire moi-même. J'entends du monde derrière moi. Ça arrive. Je le fais courir hier aussi, je les ai fait courir. Allez-y. C'est bon, ok. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question du coup sur ce qui allait se passer ensuite en Roumanie. Comment est-ce que justement on va prévenir que quand le second tour aura lieu et qu'il y aura peut-être un autre candidat, comment est-ce qu'on fera justement pour prévenir que ça soit encore un candidat qui soit poussé par la Russie lors d'une campagne justement TikTok? Je trouve que c'est marrant parce que c'est des questions qui sont déjà posées à d'anciennes élections comme l'affaire Cambridge Analytica sur le Brexit ou sur les élections américaines. Mais du coup, comment est-ce que juste l'Europe en général peut se prévenir de ces attaques hybrides comme ça? Merci. Alors, Madame Révoll, d'abord. Oui, alors vous avez tout à fait raison de mentionner Cambridge Analytica parce que on n'en parle pas assez, peut-être. Effectivement, on ne sait pas quel a été l'impact sur le Brexit, mais vu le résultat du référendum, on peut se demander si ce n'était pas la première action d'ingérence russe contre l'unité européenne, parce que finalement le Brexit, ça a été une attaque contre l'unité européenne. Donc tout à fait. Après, à l'époque, on n'avait pas de règles pour la responsabilité des plateformes. Donc on a créé au niveau européen le DSA, le Digital Single Market Act, mais on voit que ça n'a pas suffi, parce que les plateformes, donc notamment les plateformes qu'on appelle structurelles, donc TikTok, ont des responsabilités en matière de tenue correcte des élections. Donc, et ça n'a pas été. Donc TikTok n'a pas réussi à assurer l'intégrité du processus électoral. Donc, sur la plateforme. La Commission européenne a ouvert une enquête, donc les données de TikTok ont été saisies et donc une enquête est en cours, mais ce n'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous. Les règles que nous avons aujourd'hui ont montré finalement leurs limites. Donc la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces ingérences étrangères, parce que qui utilisent nos faiblesses, puisqu'en Russie il n'y a pas d'opposition. En Russie on tue simplement les opposants, hein. Donc l'exemple de Navalny est très concret. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs actions à mener, mais peut-être que le résultat n'est pas à court terme. Le premier, c'est l'éducation. C'est essentiel. L'éducation, investissement dans l'éducation massive et aussi éducation envers les médias, parce qu'on voit que la désinformation, en fait, une fois qu'on fait on fait du reboot, c'est déjà trop tard, donc il faut prévenir. Il y a des pays dans l'Union européenne qui sont déjà très avancés dans la lutte contre la désinformation, l'Estonie, la Finlande. C'est les pays qui ont investi massivement dans l'éducation, notamment l'éducation vis-à-vis des médias. Donc pour moi, c'est le premier axe. Et puis après, regardez, l'Australie vient de lancer justement une loi contre les ingérences étrangères. Donc peut-être qu'on peut ouvrir le débat sur quel type de mesures auront-nous besoin pour faire face à ce type d'attaques hybrides, en fait. Y a-t-il d'autres questions? Hello, I would like to ask a question about NATO, and I'm very curious to know how likely is it that NATO will be finished in next 4 years during the Trump's presidency? Thank you. How likely is it that NATO? How likely is it that NATO will be finished during next finished. 4 years? Yes, next 4 years during the Trump's presidency. Thank you. Si vous voulez répondre, je vous vous réponds en demander de français répondre ou en français, anglais? si vous voulez bien. En français, oui, je comprends en français. français. Je parle mieux anglais. C'est la raison pourquoi j'ai posé la question en anglais.
Merci. Ok. Vous savez, ce qui compte dans l'OTAN, c'est vraiment l'article 5. Donc la clause de défense mutuelle par laquelle les parties au traité de l'Atlantique Nord se doivent assistance et considèrent qu'une attaque contre l'un sera une attaque contre tous. Donc vous avez d'un côté cette réalité politique, et c'est bien la crédibilité de cet engagement de sécurité de la part des Américains et de cette administration qui pose question et qui amène les Européens à se réarmer, évidemment pas contre l'OTAN, mais pour renforcer leurs moyens de se défendre et la capacité, je dirais, complémentaire, voire alternative, à se défendre. Donc, institutionnellement, l'OTAN, moi je pense, va continuer. Mais politiquement, c'est vrai que, vu les premiers pas de cette administration, il y a une vraie incertitude et on ne peut pas reprocher aux Européens de l'Est comme de l'Ouest de s'interroger. Vous voyez ? Mais institutionnellement, l'OTAN demeure. D'abord, les États-Unis ont passé une législation qui imposerait une très forte majorité à toute administration qui voudrait sortir formellement du traité de l'Atlantique Nord. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le plus probable, ce soit que les États-Unis sortent de l'OTAN. Deuxièmement, on a tous intérêt à garder l'OTAN comme une plateforme de consultation politique, de planification militaire pour la dissuasion et la défense. C'est notre langage militaire commun. Et puis troisièmement, un cadre d'interopérabilité. Donc en fait, je ferai la distinction entre la portée politique de l'article 5 et donc la nécessité de se réarmer. Là, vraiment, on n'a pas le choix. Et le fait que l'OTAN reste une organisation au sein de laquelle on travaille ensemble. How likely do you think that France will have a leadership, not the United States, but France will have the main leadership in Europe? Je pense que le leadership français, il s'exerce sur la capacité d'entraînement et à jouer collectif. La France n'a ni les moyens, ni l'intention de remplacer les États-Unis. Voilà. En revanche, elle a une responsabilité d'entraînement de ses partenaires, de coopération sur le plan industriel. Et donc, c'est ça le leadership français. C'est de jouer collectif en maintenant la dynamique. Mais il faut avancer, il faut faire comprendre dans nos sociétés que faire plus en matière de défense, c'est bénéfique pour le tissu industriel et c'est indispensable pour notre sécurité. Et vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, je pense à l'Ukraine plus particulièrement, le rôle de l'entraînement de la France sur le dossier ukrainien. La France va accueillir une nouvelle réunion le 27 consacrée à l'Ukraine avec la coalition des volontaires, ceux qui sont prêts à accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine s'est montrée ouverte à un cessez-le-feu et elle est très légitimement en attente de garanties de sécurité pour que ce cessez-le-feu ne soit pas un moment de régénération des forces russes, à la fois contre l'Ukraine et potentiellement contre l'Europe. Donc on a un intérêt collectif, et c'est le sens de l'initiative française à réunir les volontaires. Vous savez que les Britanniques sont vraiment dans le co-leadership de cette initiative. Pourquoi on insiste autant sur le fait que
il faut des garanties de sécurité de la part des Européens, mais deux, d'abord et avant tout, il ne faut pas désarmer l'Ukraine et il ne faut pas interrompre le soutien militaire à l'Ukraine parce que, évidemment, c'est le jeu de la Russie. La Russie cherche à obtenir des négociations bilatérales, non seulement une pause qui lui permettra de régénérer ses forces, mais aussi en fait une situation de face à face éventuellement avec les Européens qui potentiellement est très dangereuse. Nous, on a intérêt à ce qu'il y ait une armée ukrainienne. C'est la première ligne de défense, c'est fondamental et on a intérêt à ce que cette armée européenne, elle puisse être soutenue par une assistance en matière d'équipement. Donc le rôle de la France de leadership dans le soutien à l'Ukraine, c'est d'organiser ces garanties de sécurité et d'insister, pour être très clair, auprès des Américains, pour que dans la négociation avec les Russes soit maintenue la nécessité d'une armée ukrainienne forte et du maintien de l'assistance militaire à l'Ukraine. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Monsieur, juste à côté. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas nuancer le consensus qui semble se dégager, mais je voudrais demander, est-ce qu'on n'exagère pas la menace russe? J'ai bien noté que Madame l'ambassadrice nous disait qu'il y avait très peu de chances pour que l'on voie des chars russes sur la place de la Concorde, mais elle a mis l'accent sur ce qu'elle a appelé la guerre hybride. Malgré tout, dans tout ce qu'on entend sur le réarmement, la très grosse partie va au réarmement conventionnel. Je crois que pas plus tard qu'hier, le président Macron a demandé qu'on consacre 5 milliards d'euros supplémentaires à l'achat d'avions Rafale. Les avions Rafale ne sont pas spécialement équipés pour lutter contre la guerre hybride. Et la crainte que je voulais mentionner, c'est que, sauf à croire qu'il existe de l'argent magique, toutes ces sommes, Madame von der Leyen a parlé de 800 milliards d'euros, mais qu'elle n'a pas. Ce sera aux États européens de trouver ces 800 milliards d'euros. Donc, au bout du compte, il va falloir faire des économies par ailleurs. Donc, je crois qu'il y a des risques sur un certain nombre de budgets qui sont importants pour la cohésion sociale. Ça, c'est un point. Et puis, je crains aussi, parce qu'on n'en parle plus du tout, la lutte contre le changement climatique, qui est une menace qui pèse sur nous, je dirais, à très court terme, va tomber aux oubliettes. Il y a plein de questions, monsieur, dans votre question. D'abord, Adina, je pense que la Commission européenne a un œil sur le budget français. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la transition écologique? Et puis après, on viendra avec Madame de Menac, si vous voulez bien, sur les moyens de lutter dans la guerre hybride. Oui, vous avez raison de poser cette question, mais je pense qu'on ne surestime pas aujourd'hui la menace russe dans un contexte géopolitique qui, en fait, le monde est sans dessous-dessus. Aujourd'hui, on n'a plus la garantie de sécurité qu'on pouvait avoir avant de la part des États-Unis. On n'a plus cette garantie de cette garantie de sécurité. C'est ça qui a changé drastiquement en l'espace de 2 mois. Alors, sous la menace russe, je vais vous donner des exemples très précis. Le gaz a été coupé à la France également, vous savez. L'opération Doppelgänger, donc on a eu y compris le site d'un des ministères, je crois que c'était le Quai d'Orsay, qui a été copié par des hackers russes avec des informations pour justement mettre
d'informations soi-disant officielles pour mettre la population en émoi. On a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'opération en fait menée par des Moldaves russophones, les croix, donc comment ça s'appelle, donc sur certaines, les croix juives, donc sur certaines les immeubles, de David, voilà, sur pardon, certains immeubles. voilà, désolé, Oui. sur les étoiles de David, sur certains immeubles en France. Donc tout ça, c'est des attaques contre notre société, parce que l'objectif, comme je disais pour la Roumanie, c'est de créer une sorte de folie dans notre société, de schisme dans notre société. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la transition climatique, c'est que tout va ensemble, en fait. Quand je parlais de sortir des énergies fossiles russes, ça veut aussi dire sortir en fait des énergies fossiles, parce que tant qu'on importe notre énergie, on est vulnérable. On ne pourra jamais être indépendant au niveau énergétique, parce qu'on ne produira jamais les matières premières critiques, ni l'uranium qu'il nous faut pour la transition climatique. Mais on doit accélérer le pacte vert. On a beaucoup communiqué sur le pacte vert en étant un projet climatique, mais le pacte vert, c'est un projet géopolitique et un projet industriel, parce qu'on a perdu la dernière révolution technologique sous le numérique. Il ne faut pas perdre la prochaine révolution qui sera la révolution verte, donc l'industrie verte, l'hydrogène vert, les petits réacteurs nucléaires. Adina, est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait que le pacte vert en ce moment, il est en train d'être enterré? Non, je ne suis pas d'accord sur ce point, parce qu'on parle beaucoup en fait des normes liées au pacte vert. Il y a eu peut-être une inflation normative sur des déclarations. Vous savez, il y a eu un certain nombre de normes qui ont été créées en termes comptables. Et ça a apporté effectivement je dirais, notamment pour les petites et moyennes entreprises, un fardeau bureaucratique qui est justement en ce moment en train d'être revu. Mais l'ambition climatique, justement, de sortir des énergies fossiles à l'horizon 2050, d'accélérer en termes de renouvelables, les petits réacteurs, ça reste la priorité de la Commission et des États membres, parce que la Commission européenne ne peut rien dicter. Ce sont des objectifs des États membres et des moyens qui sont mis en place au niveau de chacun d'entre nous, au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Donc le pacte vert, je dirais qu'on en parle moins. C'est vrai qu'au niveau politique, aujourd'hui, il n'a pas bonne presse partout en Europe, mais la réalité, c'est qu'on avance en fait, parce qu'on n'a plus le choix. Vous savez, aujourd'hui, on doit faire plus de renouvelables, ce qu'on est en train de faire, et on doit faire également du nucléaire, ce qui a été lancé d'ailleurs en France. La Pologne le fait, l'Italie qui est sortie du nucléaire en 89 avec un référendum réfléchi à revenir justement sur le nucléaire. Donc on est à ce niveau-là également sur je dirais un momentum français en Europe. Et dernier point, vous allez me détester, mais je vais défendre le Mercosur. Pourquoi ? Parce que en fait, pour justement être rester un acteur du commerce mondial, mais également de la transition climatique, on a besoin des matières premières rares. Et on ne les a pas en Europe, on a très peu. Et vous savez, c'est très difficile d'ouvrir une mine en Europe. Donc, il faut pas rêver. Donc, on a besoin de se libérer de la Chine qui détient le monopole. Donc, on doit signer des accords de libre-échange. On a signé avec le Chili et le Mercosur est justement un partenaire très, très important, d'où l'importance de ratifier cet accord. Merci. Madame Domenac, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être expliquer que le réarmement, c'est un tout. Ce sont d'abord et en urgence, et c'est justement la priorité assignée par le plan Réarmer l'Europe, d'abord la guerre électronique, les drones en particulier. C'est également la robotisation, ce sont les défenses cyber et les 150 milliards d'euros de facilités accordées aux États pour contracter des prêts à des conditions préférentielles doivent aller à ces secteurs en lien entre plusieurs États membres. Donc, en première intention, ce sont les moyens justement
qui permettent de faire notamment la guerre électronique. Premier point. Deuxième point, le président de la République a effectivement annoncé à Luxeuil cette semaine la formation d'une 4e base à vocation nucléaire, une base aérienne à vocation nucléaire, où se trouvent effectivement des Rafales des forces aériennes stratégiques. Et là, vous voyez, ce qui est tout à fait essentiel, c'est de moderniser notre force de dissuasion, non seulement la composante océanique, qui est la composante principale, mais également la composante aérienne. Et c'est dans ce cadre que est annoncée la modernisation des Rafales. Alors pourquoi c'est important face à la Russie? Parce que dissuader, ça permet justement d'éviter la guerre, et que plus la Russie avancera soit militairement en Ukraine, soit politiquement, moins elle s'arrêtera. Vous voyez? Et donc, il faut que notre niveau de dissuasion augmente. C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, si la Russie arrive à, disons, une pause des combats en Ukraine, qui croit qu'elle ne régénérera pas ses forces? Vous ne le pensez pas, n'est-ce pas? Donc, vous voyez bien qu'en fait, elle va faire monter son niveau de menace militaire. Donc nous, il faut qu'on fasse monter notre niveau de dissuasion si on veut préserver la paix. Voilà. C'est vraiment un raisonnement réaliste. On va prendre une dernière question, si vous voulez bien, et on va y répondre assez vite, parce qu'on arrive à la fin de la session. Je vais essayer de faire vite. Séverine Serre, donc, auteure de la Fédération des juristes de France et fondatrice du collectif du même nom. D'abord, je voudrais vous féliciter, mesdames, parce que pour aborder un tel sujet, je veux dire, j'ai rarement vu un plateau avec que des dames. Donc, d'abord, je crois que déjà, vous méritez un applaudissement rien que pour ça. Merci. Ensuite, je voudrais donc interroger Madame l'ambassadrice. Donc sur ce qu'elle pense en fait de la possibilité d'évolution ou de comment dirais-je ou de mort peut-être par transformation de l'OTAN, compte tenu d'un certain nombre de partenaires dont l'évolution et dont les choix comment dirais-je stratégiques peuvent à un moment donné, si ce n'est déjà observé, donc pourrait avoir comment dirais-je, des orientations stratégiques différentes des nôtres. Je pense par exemple à la Turquie de Monsieur Erdogan, mais il peut y en avoir d'autres aussi au sein de l'OTAN. Donc quelle est votre vision de cette comment dirais-je donnée-là, qui est quand même une donnée assez nouvelle, avec des partenaires avec lesquels on est engagé quand même sur des intérêts majeurs. Merci. Et donc voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je vais vous répondre très rapidement. L'OTAN est certainement pas faite pour protéger les alliés les uns des autres. Ça a été la difficulté envers la Turquie. Mais c'est aussi le paradoxe, vous voyez, que le plus important des alliés se trouve à laisser planer la menace de la coercition envers deux alliés, le Danemark et le Canada. Donc techniquement, ces alliés seraient fondés à invoquer ce qu'on appelle l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, qui permet à un allié de demander des consultations en cas de menace contre son intégrité territoriale. Mais c'est vrai que l'OTAN n'est pas équipée pour défendre un allié contre un autre. La Grèce n'a jamais invoqué l'article 4 contre la Turquie. Donc, d'un certain aspect, l'OTAN est limitée. De l'autre, elle peut aussi apporter une réponse, parce qu'elle fournit un forum de consultation sécurisé dans lequel les alliés peuvent s'exprimer et parfois, pardonnez-moi l'expression, s'engueuler, franchement. Donc, ça fait partie de la réponse, mais peut-être Adina aura une autre partie de la réponse. Je sais que la Roumanie a une relation à la fois proche et complexe avec la Turquie.
Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, on voit que le monde se transforme, mais peut-être le dernier message que j'aimerais passer, c'est qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine va définir notre avenir et notre liberté même, et que cette frontière, cette ligne de front, c'est 1200 km, et c'est la distance entre Paris et Budapest. Donc imaginez sécuriser une telle zone. Donc il est évident que l'armée ukrainienne doit rester équipée et forte parce que c'est elle qui connaît le terrain, c'est elle qui pourrait être la première garantie de sécurité. N'oublions pas qu'il y a le général Hiver en Ukraine et il est très 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 dur. Et puis ensuite derrière, il faut envoyer effectivement la coalition des volontaires, mais une coalition qui puisse être également équipée non seulement d'hommes, mais également au niveau aérien, puisque ça c'est essentiel pour dissuader Vladimir Poutine en fait, parce qu'il est tout à fait capable. On l'a vu, vous avez mentionné la Roumanie. Il ne faut pas oublier qu'il y a à la frontière de la Roumanie, il y a une zone qui s'appelle la Transnistrie en République moldave, où il y a depuis 1992 des forces de maintien de la paix russes. Et justement, cette région-là, bien qu'elle soit autonome vis-à-vis de la République moldave, il y a toujours des problèmes parce que justement, le Kremlin est maître, il sait très bien utiliser ces petites provocations pour ne pas rester dans, vous savez, les conflits gelés dans l'espace post-soviétique n'ont jamais été gelés. Voilà, c'est ma conclusion. Merci à tous et rendez-vous bien quelques minutes pour la prochaine session. Merci de votre attention.